Donc, dans le speech suivant, je suis content d'introduire Rich Jones, qui va vous parler de ce qu'il sait faire dans 60 millisecondes. Donc, applaudissez s'il vous plaît pour Rich Jones. Salut tout le monde. Merci de m'accueillir. Merci au CCC pour l'opportunité. Merci pour m'écouter. Je suis le fondateur de Gun.io. Je suis l'auteur aussi de Zappa. C'est bien sûr le meilleur architecture sans serveur au monde. Et vous pouvez construire des applications event-driven et monter en échelle sans opération. Et bien sûr, je vais faire beaucoup de pubs, voilà. Donc, c'était annoncé la première fois à Hackantel, à la conférence de Seabase, et maintenant, c'est utilisé par toute manière d'entreprise. Donc, essayez-le. Et merci et bienvenue à mon speech. Donc, intrusion et exfiltration dans les architectures sans serveur. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Donc, petite enquête. Qui ici qui connaît AWS Lambda? Donc, une bonne moitié de la salle lève la main. Pour eux qui n'ont pas d'idée, les vieux bons jours des serveurs, c'était que, en fait, un serveur se connectait à la base de données et c'était tout. Un serveur, beaucoup de services. Donc, tu pouvais utiliser plein de différents tools pour faire du debug. Avec l'architecture sans serveur, en place d'une web server permanent, ça utilise AWS Lambda qui n'a pas d'infrastructure dédiée. Et donc la fonctionnalité est gardée en cache par Amazon et c'est Spawn and Destroy sur requête. Et ça crée le container et revenir avec la réponse plutôt. Et chaque requête est dans un container isolé. Donc, ce qui le rend super scalable. Un requête, c'est un serveur, et etc., etc. Donc, 10 000, c'est requête, c'est 10 000 serveurs. Et c'est aussi beaucoup moins cher. Per millisecond, which interestingly is now the same in euros. Keep an eye on that. I was surprised by that. Donc, il y a un coût infinitisme. Et donc, les patchs de sécurité sont à niveau du système d'opération. Et maintenant, je vais vous parler des certains patterns en production. Donc, les gens qui utilisent Web Lambda, il y a juste le serveur web. Donc, par exemple, si on utilise Zappa pour Django, un CMS Django, donc c'est juste un gateway vers Lambda. Donc, c'est ce qu'on a vu avant. Donc, il y a aussi pour des choses asynchrones. Donc, par exemple, si on a un upload de fichiers, ça va exécuter une fonction Lambda qui va ensuite stocker le résultat dans une base de données Dynamo et ensuite le mettre dans un serveur de stockage S3. Donc ça, c'est un microservice, un framework de microservice type. Donc, un chatbox, c'est aussi un cas d'usage assez fréquent. Donc, par exemple, si on a un échange d'emails avec un robot, ça pourrait être à travers une fonction lambda ou à travers un nouveau truc cool comme les echo machin. On pourrait
acquis à travers ces techniques que je vais vous montrer. Et le gros truc, c'est que beaucoup de compagnies utilisent maintenant, c'est pour donc par exemple les compagnies de pharma, ils utilisent Lambda comme moteur pour le processing de leur big data. Donc ça, c'est un des trucs intéressants qu'on va un peu approfondir plus tard dans le talk. Donc le Lambda, il va processer la queue. Donc, c'est comme ça que en fait le cluster d'ordinateurs il va savoir ce qu'il faut faire. Donc, il y a beaucoup d'autres, enfin beaucoup plus de ces patterns qui existent, mais ça c'est à peu près les cas d'usage les plus fréquents que j'ai vus pour le Lambda. Donc, si on essaye de casser ces applications, généralement ça ne marchera pas, et si ça devait toutefois marcher, ils vont s'éteindre immédiatement parce qu'ils vivent que dans des containers avec une durée de vie très très limitée. Donc si le container meurt, la fonction retourne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus dur d'infiltrer, c'est code moins commun. La plupart des choses c'est custom. Donc on peut pas utiliser la même vulnérabilité de fois en fois, les fonctions sont isolées, les vulnérabilités sont isolées. Il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas vraiment d'escalation de privilège qui est possible, il n'y a pas de sysadmin qu'on peut aller faire nos petits trucs tricks sur le cron pour faire de l'escalation. Donc c'est plus dur aussi de persister un exploit. Parce qu'évidemment, l'exploit va mourir dès que le container va mourir. C'est aussi un système de fichiers qui est en lecture seule. Donc on peut pas vraiment cacher des fichiers profondément quelque part dans l'OS. C'est aussi l'entier du cycle de vie du container est sous une seconde. Il n'y a pas de système d'initialisation à infecter parce que tout ça c'est fait par Amazon et on peut pas vraiment y toucher. C'est aussi plus dur d'exfiltrer les données parce qu'on est dans un cloud virtuel privé. Donc il y a des rôles spécifiques aux fonctions. Il y a ce qui veut dire des permissions très strictes. Il n'y a pas de reverse shell parce qu'il n'y a pas vraiment il y a pas d'accès réseau. Donc voilà. Donc à la base, Smiley n'est pas content. Donc non, si, on n'est pas complètement foutu parce que quand Bezos ferme une porte, il va ouvrir une fenêtre. Donc voilà. Voilà, donc on va apprendre un peu de reconnaissance, un peu d'infiltration, un peu d'exploitation, un peu d'exfiltration, et puis un tout petit peu de nettoyage. Donc, part 0, la reconnaissance. Donc, comment on sait ce qu'on attaque? Alors, il y a deux surfaces d'attaque. La surface extérieure et intérieure pour une fonction lambda. Donc, la surface extérieure, c'est l'API. Donc, si on regarde les headers, on voit que c'est du contenu dynamique depuis CloudFront. Donc, ça pourrait être une indication qu'on est sur un gateway API. Donc, les uploads de fichiers, c'est facile si on regarde au endpoint de l'upload de fichiers. Donc, par exemple, si ça dit S3, probablement c'est S3. Si on regarde au header email, si on regarde la fonction avec laquelle on communique, là, on voit que c'est Amazon SES. Il y a aussi la surface d'attaque interne. Donc, c'est des services qu'on ne peut pas accéder directement, donc ça veut dire plein de choses. Donc s'il y a des tâches qui tournent pendant longtemps, il pourrait y avoir un système de QSQS. Il y a aussi des événements de base de données. Il y a des events utilisateurs. Donc la création d'un utilisateur peut aussi être une source d'event. Il y a des logs. Donc le système de login peut aussi être une source d'event. Donc par infiltration aussi. Et comment est-ce qu'on va essayer d'en faire une arme de tout ça? Alors, donc les fonctions lambda, basiquement, ce que l'application est, c'est un peu comme une machine Rube Goldberg. Donc moi j'ai juste appris des traducteurs, que nous on appelle ça des nonsense machines. Donc, ça doit être en allemand ça. Donc il y a beaucoup d'informations qui passent entre ces machines. Donc nous, pour essayer de comprendre ce qui se passe, on va utiliser un process de mécanique destructive. Donc comment laisser tomber un tournevis dans le moteur et écouter sur le son que ça fait. Donc en résumé, on va attaquer
les ressources elles-mêmes. On va essayer de lancer un peu tous les events et puis voir un peu ce qui se passe. Donc, les suspects habituels pour l'infection, donc par des entrées qui ne sont pas nettoyées, donc des injections script, des binaires malicieuses, et puis si c'est un serveur web, évidemment tout le panel de nos exploits favoris. Donc un petit exemple. Donc du code vulnérable par exemple, là on a du code vulnérable trivial, donc ça se connecte à un saut S3, ça appelle un process sur les clés qui sont dans ce stockage. Donc si nous on crée un objet appelé point virgule quelque chose, donc évidemment en utilisant le numéro de la clé, avec en passant un point virgule dans la clé, on pourra tout simplement utiliser l'injection de code. Voilà, donc par deux exploitations, donc comment on peut escaler notre infection. Donc qu'est-ce que c'est en fait, à la base un lambda, ou qu'est-ce qui est en fait finalement important de voler. Donc find. Donc si on regarde au système d'exploitation du lambda, donc maintenant qu'on peut exécuter des commandes, donc sur un lambda, donc chaque fonction lambda en fait ce contexte d'événement, peu importe. Donc si on fait le find et on regarde, ça ressemble un peu à du Red Hat 6 standard, une installation Red Hat. Donc il y a Python 2.7, il y a Python 3.4, il y a Node, Perl, GCC. Donc, c'est pas mal. Donc, si on regarde le système un peu plus loin, on verra que ça exécute un système d'exploitation appelé Amazon Linux, qui est le système par défaut pour EC2. Donc peut-être c'est un serveur EC2. Donc là, si c'est un serveur EC2, est-ce qu'on peut accéder à la métadonnée du serveur? Donc pour ceux qui ne connaissent pas le serveur de métadonnées de Amazon, depuis la documentation d'Amazon, donc la métadonnée d'instance, c'est des informations donc sur l'instance. Donc n'importe qui peut accéder à l'instance peut voir les métadonnées de l'instance. Donc il faut protéger en fait finalement la métadonnée, parce que du moment qu'on peut avoir accès à l'application, les gens pourraient avoir accès aux métadonnées. Donc autrement dit, ne vous faites pas hacker. Donc, qu'est-ce qui se passe si on essaye d'accéder au serveur? Ça marche pas. Mais faut se rappeler que, quand même, faut se rappeler cette manière de faire si on essaie d'attaquer un serveur EC2. Donc, maintenant, vous pourriez dire, on pourrait regarder l'environnement. Donc, on va regarder les variables d'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses un peu intéressantes, comme des tokens de session, comme des clés, des idées de clés d'accès. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc, Amazon, donc le management d'identité d'Amazon, donc ça donne d'authentification et de l'autorisation par ressource. Donc il y a une tâche, une authentification. Donc il y a un set d'autorisation. Donc ça sonne mal, et c'est mal parce que ça rend notre job vachement plus dur. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est vachement facile à le péter. Donc à la base, moi je dirais que tout le monde qui a essayé d'essayer, il y a toujours quelqu'un à un moment qui a fait de la merde. Donc s'ils ont eu leur information depuis le forum de merde d'Amazon, évidemment ils ont fait de la merde aussi. Donc c'est un des conseils qu'il a trouvé, c'est donne l'accès à tout le monde. Donc voilà. Donc tout ce qu'on va essayer de faire, c'est par l'assumption que finalement on espère qu'ils auront fait de la merde à un certain endroit. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu une assumption audacieuse, mais l'avantage c'est que généralement c'est une assumption qui marche. Donc les clés que nous on a vues, ça faisait partie de la police d'exclusion Lambda, donc qui utilise une permission je suis passerole, donc on prend une autorisation, liste d'autorisation d'une fonction, et puis on passe ce nom, et puis après ça donne en fait les credentials de l'utilisateur qui exécute la fonction dans le contexte de la fonction.
Donc ça, c'est un truc qu'Amazon recommande. Donc c'est le rôle d'exécution, donc de la documentation d'Amazon. Donc là, on peut voir des choses un peu intéressantes qu'on pourra utiliser. Donc, ressources étoiles, ça veut dire qu'on a accès à tout qui est accessible au compte. Donc, si vous voulez créer des streams, c'est intéressant. Donc, décrire le réseau, c'est vachement intéressant aussi. Donc, voilà, on peut décrire le réseau. Mais qu'en est-il pour infecter le code source de l'application? D'abord, la première question, c'est où c'est que le code s'exécute. Donc, d'abord, on check la variable d'environnement. Donc, on voit que s'il y a une clé pour le lambda task root, qui est bien, on pourrait faire un petit cat sur la backdoor, enfin cater le backdoor dans l'application, mais non, ça va pas marcher parce que évidemment c'est un système fichier en lecteur seul. Donc, même si on pourrait écrire, ça vivra que 60 millisecondes. Il n'y aura pas de persistance pour d'autres utilisateurs, on va juste pouvoir infecter d'autres fonctions. Donc c'est pas caché en mémoire, donc ça va juste vivre en fait la durée d'une seule requête HTTP. Mais qu'en est-il de tous mes tools super cool de hacker? Mais alors, heureusement, il y a un Temspace, donc sur le disque dur. Les applications normales, elles ont quand même besoin de certains fichiers qu'ils peuvent écrire, etc. Donc Temp, c'est complètement... on peut écrire dessus, ça travaille quand on l'attend, et Amazon le décrit comme la capacité de disque éphémère. Donc éphémère, c'est pas vraiment exactement la réalité, parce que les exécutions de fonctions lambda sont pas complètement isolées, parce que elles sont cachées en mémoire pour des raisons de performance, elles sont cachées, mises en cache, au travers de plusieurs exécutions. Parce que temp, c'est un disque en RAM et que la RAM est mise en cache, donc temp est aussi caché. Donc, on peut stocker nos outils à travers plusieurs exécutions. Pour plusieurs exécutions. Yay! Donc, par contre, il faut qu'on garde la fonction bien au chaud en mémoire. Donc, à peu près, on pourra passer de 60 millisecondes à 4 minutes 30 et j'ai cassé un accord de non-publication en vous disant ça. Voilà quoi, désolé. Ce qui est cool, c'est que ça peut aussi s'appliquer à des longs process. Donc, ça va pas garder la fonction ouverte, mais ça va mettre en pause le process et le rouvrir. Voilà, à la prochaine exécution. Donc maintenant, on peut installer, si on a un Linux 60, les versions compatibles Linux 64, de tous nos tools favoris, donc Nmap, Exploit, etc. Maintenant, on a des clés, on a quelques outils, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la première chose qu'on pourrait avoir envie de faire, c'est juste voir ce qu'on peut faire. Donc, utilisons le tool... on peut appeler ce code et avec un peu de choses, on aura les permissions. Donc si on a de la chance, on aura étoile, 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 étoile. Donc, et ce qui veut dire qu'on peut tout faire. Donc jackpot, on peut créer un nouvel utilisateur admin, on peut voler toutes les données dans les bases de données. Donc voilà, c'est game over pour eux. Donc yeah, cool. Mais peut-être ça se passera, mais probablement pas. Donc une petite interlude. Si tu arrives à choper le jackpot, donc si tu regardes les permissions d'accès et que tu as étoile, 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 ne vends pas les trucs à des spams, n'utilise pas leur carte de crédit pour miner du bitcoin, n'envoie pas du spam, n'envoie même pas tout à Julian, parce que donc l'espionnage c'est ennuyeux, donc utilise tes skills pour quelque chose d'incroyable. Donc mets un message de hacking. Mets des crânes qui font peur. Mets des crânes qui font peur sur Facebook. Lance un petit shout-out à tes potes derrière ci. Donc moi je suis assez sérieux sur ça. Donc ramenons les années 90. Donc utiliser des qualités esthétiques dans la culture de hacker plutôt que faire la poursuite de l'argent et des carrières. Donc c'est la valeur esthétique du hacking a en fait plus de valeur et que
passant sur le temps, la communauté va commencer à respecter nos contributions esthétiques parce que ces hacks vont apporter plus que des récompenses pour les bugs que tu peux avoir maintenant. Donc voilà, peu importe. C'est mon petit grain de sel. Donc, beaucoup plus probable que étoile, vous auriez une permissioning semi-stricte, donc avec des objets S3 ou avec un accès limité à la base de données ou une combinaison de. Donc, comment on peut abuser ça pour notre but, donc par toi, exfiltration, donc TLDR, si tu n'as pas une connexion directe, utilise des tags et les métadonnées, méta-informations et les services cloud eux-mêmes. Donc, en mode simple, envoie un email. Tout simplement. C'est une unique fonction où on envoie un SMS et donc si tu hacks un système, tu peux te renvoyer les résultats en SMS. Tu peux zipper les données et le mettre sur S3 et c'est assez simple. Les trucs plus sympathiques, c'est exfiltration avec le VPC. Donc là, je vous montre une architecture assez commune. Donc, qu'est-ce que c'est une VPC? Amazon VPC donne des features de sécurité assez avancées, donc des listes de contrôle sur l'accès de réseau. Donc, c'est très facile à merder le setup de ce genre de layer. Donc, Lambda a l'accès à tout ce VPC. Et il y a plein de trous. Donc, ça dépend de l'implémentation, mais le centre de données, ça peut donner accès à le réseau interne d'une entreprise. Donc, je ne vais pas vous montrer comment le faire, mais je vais vous montrer comment exfiltrer d'une VPC sans toucher le réseau. Donc, le premier pas, c'est de les canaries, libérer les canaries. Et dans ce cas-là, on voit que on peut enregistrer les résultats dans le seau. Et en deuxième pas, on regarde qu'on a l'accès à les ressources VPC et que nous avons l'accès à le rôle d'accès pour exécuter dans l'architecture de rôle AWS Lambda. Donc, notre cible dans ce cas, c'est la base de données qui est toujours à l'intérieur du VPC. Donc, on n'a pas d'accès direct à la base de données depuis notre environnement d'exécution Lambda. Donc, on peut ajouter des choses donc dans la queue SQS. Par exemple, si j'utilise Celery, qui utilise Pickle pour sérialiser de l'information. Donc, pour les développeurs JavaScript, c'est un peu comme utiliser Eval pour exécuter du JavaScript. Donc, ça c'est voilà. Donc là, il va falloir trouver vous-même ce que vous voulez faire. Donc, à partir de là, pour avoir votre code sur le cluster, donc
Nous, on va utiliser ce truc, ce bug pickle celery pour créer un item malicieux sur la queue qui va ensuite être pris et exécuté sur le cluster. Donc nous, on a de l'exécution de code sur le cluster, mais on n'a pas vraiment de voie pour communiquer directement avec ce code. On peut pas interagir parce qu'on est en fait bloqué, on est en dehors du VPC. Mais qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? C'est d'utiliser de la méta-information, des métadonnées sur le VPC pour exfiltrer les données qu'on veut. Parce qu'on a le moyen de décrire le réseau du VPC, on peut ajouter des tags dans le VPC pour ces instances EC2 et les interfaces réseau à travers lesquelles ils communiquent. Donc on a souvent ces permissions parce que le tagging c'est utile pour les admins qui ont envie de faire du log. Donc nous on peut ajouter la méta-information à l'interface réseau en fait. Parce que la lambda a la capacité de lire ces tags, nous on peut avoir l'information qu'on veut, on peut leur passer à travers S3 et puis on peut extraire l'information. Boom! Nice, cool. Ça marche aussi pour les applications, les binaires d'application, parce qu'on peut juste encoder quelque chose en bus 64 et puis finalement le mettre dans les tags de l'interface réseau et puis l'exfiltrer. Donc c'est cool aussi. Donc on peut aussi. Donc est-ce que le cluster peut modifier les entrées DNS ou est-ce que ça peut créer des groupes de logs? Est-ce que c'est capable de créer des queues? Est-ce que c'est capable? Voilà, soyez créatifs. Il y a beaucoup. Et puis une seule permission qui overlap, ça peut être assez. Donc même un seul service overlapping peut être assez pour l'infiltration. Par exemple, les queues, on peut encoder l'information dans la longueur de la queue et puis relire ça. On peut utiliser la même chose avec le nombre d'interfaces réseau qui sont disponibles. Donc, c'est cool. Mais qu'est-ce qui fixe le bug? Donc, persistance. Donc, la question, c'est comment on peut infecter de manière permanente un système sans infrastructure permanente. Donc, abuser en fait finalement les features de vendeurs de cloud. Donc, un des trucs qui est disponible, c'est l'aliasing de fonctions. Donc, Amazon va stocker les anciennes fonctions avec toutes les alias pour nous, ce qui est utile pour ceux qui vont faire la maintenance d'applications, parce qu'ils peuvent faire des rollbacks faciles. Ils peuvent séparer en fait l'environnement de dev et de prod, mais on peut aussi l'utiliser pour faire la persistance de malware. Donc, on peut avoir une fonction, on peut prendre le code source d'une fonction qui est disponible sous moyen, on peut uploader une fonction, une version avec un backdoor et puis aliaser ça vers les fonctions précédentes. Donc, une route alternative qui est surtout utile si l'application est développée par Travis, par exemple, quelque chose qui utilise, ou n'importe quel système qui utilise CloudFormation, qui a besoin de l'application qui soit stockée sur S3 de manière permanente pour faire ces trucs de mise à jour. Donc si on infecte le code que sur S3, la prochaine fois que CI va mettre à jour le stack d'application, ça va prendre notre code infecté. Ça c'est cool parce que si on a accès au bucket de code, on peut utiliser une seule lambda infectée pour infecter toutes les autres fonctions lambda qui sont disponibles dans le stack. Encore un meilleur moyen, c'est de voir tout le modèle comme sans serveur. Donc, par exemple, si on a une simple application qui utilise une lambda foo, qui est exécutée quand il y a un événement SQS, donc qui est une fonction, et toutes les vieilles fonctions aliasées jusqu'à la fonction 1. Donc si nous on infecte la première avec un bug qu'on exploitait précédemment et qu'on est capable de créer une fonction avec une backdoor, donc on utilise le même code, on crée la nouvelle fonction mais avec la backdoor et on alias ça vers la fonction 1, donc qui va maintenant contenir notre code backdoor, on peut créer un trigger d'event qu'à chaque fois qu'il y a du nouveau code qui est mis à jour, qui est soumis au bucket S3, où les fonctions sont enregistrées, ça va en fait lancer l'exécution de notre malware qui va choper le code depuis de la nouvelle fonction, infecter avec notre backdoor, recréer la fonction, effacer la nouvelle et ensuite on a une autre version de la
fonction de du dernier code qui est disponible de manière permanente pour chaque requête. Donc le moyen, en fait, c'est les uploads de new code pour la persistance de malware. Donc nettoyer, donc je suis pas vraiment très propre, je vous dis honnêtement. Donc ok, si vous avez besoin d'être vraiment discret, donc toute l'exécution lambda ont des idées d'exécution uniques. Donc, si on les écrit, on peut les effacer, mais après, les erreurs là vont quand même déclencher des alarmes cloud. Donc, est-ce qu'on peut changer le groupe de log qui est disponible des variables d'environnement? Non, on peut pas, mais on peut changer les polices, enfin les règles de rétention. Donc, on espère qu'ils vont pas regarder les logs, mais bon, c'est pas top. Encore un meilleur moyen, c'est ne rien loguer pour commencer, parce que ces fonctions ont une empreinte mémoire très limitée. Si on si on utilise toute la mémoire de la fonction, il y aura plus assez de mémoire pour faire du logging proprement. Donc, si on emballe tout notre code Canary à l'intérieur d'un handler d'exception, donc qui va allouer en fait toute la mémoire qui est disponible, ça va pas compter comme une erreur d'invocation et ça va fonctionner. Donc, shout out à Dave. Voilà. Donc, s'il log tout, le désavantage c'est qu'il log tout, donc tu peux aller choper les mots de passe de tout le monde, donc ça c'est cool. Donc, la partie 6, la résumé, voilà. Joyeux Noël tout le monde. Ho ho ho. Je suis Père Noël et je vous donne des prix, donc je vous donne un toolkit d'infection lambda appelé Mackenzie, donc vous pouvez trouver, comprendre tout seul, ça peut faire pas mal des tricks qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc infiltration, réinfection, etc. Donc je vais le mettre sur GitHub cet après-midi. Donc en conclusion, les architectures sans serveur présentent des nouveaux obstacles, mais on peut contourner ces obstacles en utilisant des features du cloud. Donc si vous voulez contribuer du code, allez regarder mon GitHub. Vous allez aussi regarder mon channel Slack. Donc shout out à tout le monde dans le Slack. Et merci. All right. Perfect. Parfait. Merci Rich. Malheureusement, on n'a plus de temps pour les questions-réponses. Donc, est-ce que tu seras là pour les questions? Oui. Donc, venez depuis la salle, venez demander directement à Rich si vous avez des questions. Donc, si vous êtes à distance, vous avez vu les moyens de contact.